Du temps. Simone Weil. L'homme ne connaît pas le monde. Il ne sait pas ce qui est et ne s'y intéresse point. Quelques-uns, certes, qui imaginent un Dieu, un démiurge législateur du monde, quelques-uns aussi qui pensent être athées, se mettent en quelque sorte à la place de Dieu, légiférant, assignant au nom d'études qu'ils nomment théologiques, ou physiques, ou chimiques, ou mathématiques, des règles à l'univers. Ou plutôt, ils essayent de penser ces règles telles qu'elles ont été assignées aux choses, ils ne savent par qui, comme un esclave qui toujours chercherait à penser l'ordre de la cité, comme le pense le roi qui a créé cet ordre et le maintient. Mais le commun des hommes s'intéresse peu à ces conjectures. L'homme n'aspire à connaître que sa propre condition. Ce qui existe comme tel n'est pas intéressant. Ou pour mieux dire, de tout ce que nous croyons composer l'univers, rien n'existe que ce que chaque homme peut d'une certaine manière trouver, en cette condition qui lui est imposée, comme dans le creux de sa main. Tout ce que nous pouvons saisir, nous le saisissons, non certes en nous-mêmes, car il n'y a rien en nous, mais d'où nous sommes. Avant donc de me demander ce qu'est le monde ou même s'il est un monde, je me demande non pas si je suis, car je le sais, non pas non plus ce que je suis, mais plutôt comment je suis, sous quelles conditions j'existe. Et je trouve aussitôt que ma manière d'exister se définit à la fois par une certaine puissance de moi sur moi, et par une certaine impuissance de moi par rapport à moi. Si je cherche à définir cette impuissance, la première contrainte qui me vient à la pensée, celle aussi qui est le plus souvent chantée par les poètes, le plus souvent rappelée dans les discours quotidiens, c'est le temps. J'existe dans le temps, c'est-à-dire toujours hors de moi. Je ne suis plus ce que je viens d'être, je ne suis pas encore ce que je vais être, et cependant ce que j'ai été, ce que je serai, c'est bien moi. Mais qu'est-ce à dire ? Car pour que je me sache hors du passé, hors de l'avenir, pour que je sente la porte fermée des deux côtés, encore faut-il que je pense ce que j'ai été, ce que je vais être, et cela même ne va pas de soi. Pour que la condition du temps ait un sens, il ne faut pas seulement qu'elle se fasse sentir à moi quand j'en forme l'idée, mais qu'elle pèse sur chacun des actes par lesquels s'exprime mon existence. Or, il en est ainsi. Car il est une loi à laquelle je me heurte, que j'éprouve du moment que je m'éprouve moi-même, et qui suffit peut-être par elle-même à définir ma condition, c'est la loi par laquelle rien pour moi n'est immédiat. Exister, pour moi, c'est agir, pourvu que ce mot soit pris en son sens plein. Or, dès que j'agis, il m'apparaît que je ne me suffis point. Agir n'est autre chose pour moi que de me changer moi-même, changer ce que je sais ou ce que je sens. Mais ce changement de moi-même que je veux,
Il ne me suffit pas de vouloir pour l'avoir. Je ne puis l'obtenir qu'indirectement. Je souffre, je désire, je doute, j'ignore. Ce sont toujours des manières de dire que ce que je suis ne me satisfait point, se passe de ma permission pour être moi. Ce que je suis, je le subis. J'ai puissance pourtant sur cela même que je subis. Ma définition, en quelque sorte, est d'agir. J'existe dans la mesure où je puis. Mais non pas immédiate puissance. Si je souffre, je n'ai pas autorité sur ma souffrance, mais seulement pouvoir de la changer par l'intermédiaire d'autres changements qui par eux-mêmes me sont d'ordinaire indifférents. Je ne suis donc pas puissance sans limite, je me heurte à une existence étrangère. Cette puissance indirecte qui est mon lot en est la preuve ou plutôt le témoin. Or, que je sois hors de moi-même, hors de ma portée directe, que je ne sois pas immédiatement en ma propre puissance, c'est ce qui pour moi définit l'avenir. Demain n'est autre chose pour moi que ce qui ne m'est pas immédiatement donné, ce que je ne puis immédiatement changer, ou pour mieux dire, demain est moi que je ne puis immédiatement changer. Ce rapport entre le présent et l'avenir est ce qui constitue le temps. L'instinct populaire, en sa théologie, a aperçu qu'un être tout-puissant, pour qui tout serait immédiat, c'est-à-dire pour qui le désir apporterait par lui-même son objet, ne serait pas soumis au temps. De même, dans le paradis terrestre, il n'y avait pas de temps, et Adam fut condamné à vieillir en même temps qu'à n'exercer que cette puissance indirecte qui a nom de travail. Le temps est ainsi dirigé par définition. L'on dit souvent qu'il est irréversible, mais cette image semble nous inviter à retourner, comme si les neiges d'antan étaient quelque part mais inaccessibles pour moi, comme si le temps était, ainsi qu'on dit souvent, comme un fleuve qui m'entraîne, ou, selon la métaphore de Bossuet, une pente qu'il me faut descendre sans que je puisse regarder en arrière. Ces métaphores ont donné lieu à la fiction de la machine à parcourir le temps, rêve humain que je me défends difficilement de former. Je voudrais avoir cette bobine magique par laquelle l'enfant du conte, en la dévidant, faisait aussitôt arriver le lointain avenir, et pouvoir aussi, comme l'enfant devenu vieillard l'essaya en vain, enrouler à nouveau le fil. Mais ces métaphores sont fausses. Le souvenir ne remonte point, la prévision ne descend point le cours du temps, car le temps, à proprement parler, ne s'écoule point. Le temps est cette séparation entre ce que je suis et ce que je veux être, tel que le seul chemin de moi à moi soit le travail. Ce rapport toujours d'effet entre moi et moi que le travail seul renoue. Désirer être à demain, c'est désirer avoir rendu la planche lisse sans avoir poussé le rabot, le plancher net sans avoir manié le balai. Désirer vivre hier, c'est désirer qu'un travail me sépare des œuvres accomplies. Cela ne m'est pas plus possible qu'il ne m'est possible de me transporter au terme du plus léger travail qu'en l'accomplissant. Quand je me transporte par le regret ou le remords, la crainte ou le désir, en un moment étranger au présent, je voudrais sauter par-dessus les travaux. Je méconnais la condition humaine par laquelle le temps comme forme du travail est dirigé vers l'avenir, et vers cet avenir que je puis saisir en quelque sorte dès maintenant par les travaux commencés. De cette lâche pensée naît l'idée d'un temps propre à chacun. Le temps n'est pas propre à moi, il est l'empreinte sur moi d'une existence étrangère. Si je m'apprête à bâtir un mur, le mur n'est pas à venir pour moi, il est à venir. De même, si j'imagine un ciel bleu étant sous la pluie, ou si j'imagine tout autre événement possible de ma vie, perception, sommeil, rêverie, plaisir ou douleur,
Ce n'est qu'imagination présente, et cela ne devient un souvenir que si je donne une place à la chose imaginée dans le cortège des travaux réellement accomplis. Ce n'est pas que le temps suive le rythme de mes travaux, que je n'ai pour arrêter le temps qu'à cesser de travailler. Si je cesse de travailler, il n'en reste pas moins vrai que le projet n'est pas un travail suffisant. Si je cesse de vouloir, ma volonté n'en devient pas pour cela souveraine. Or, la loi placée hors du temps, ce serait le projet suffisant à réaliser, et tout par suite déjà accompli. Mais ma condition est telle que je n'ai à conquérir l'éternité que d'une manière, qui ne consiste pas à essayer de parcourir le temps ou de l'arrêter, mais à l'emplir de mon travail, en établissant par le travail, entre le projet et l'œuvre, ce lien qui ne peut m'être donné. Je ne puis donc me délivrer du temps, sinon en conformant mes actions à cette condition qu'il m'impose. En tant qu'il exprime cette impuissance radicale de ma volonté à légiférer sans faire, le temps est hors du temps, le temps est éternel. Le temps est en quelque sorte présent par la présence même de cette existence étrangère qui me l'impose. Ainsi, je n'ai pas à sortir de moi pour trouver ce qui est étranger à moi. Non que je le trouve directement en mes propres impressions. Une douleur, par exemple, sinon en tant que je puis essayer sur elle mon pouvoir de la changer autant que je veux, n'est pour moi qu'une manière d'être de moi immédiatement donnée. Rien n'y est séparable de rien, ainsi rien n'y est dirigé vers rien, et elle ne me donne ni l'avenir ni par suite le temps. Rien n'y est étranger à rien, et elle ne me donne rien qui ne soit mien. Il en est ainsi de toutes les impressions. Une impression que je ressens, en tant que je la ressens, est mienne. Une impression que je désire, en tant que je la désire, est mienne. Ce qui seul n'est pas mien en une impression quelconque, c'est la loi par laquelle je ne puis passer à une autre sans passer par des impressions intermédiaires, étrangères à la fois à celles que je ressens et à celles que je désire ressentir, étrangères les unes aux autres, sinon par ceci même que chacune d'elles succède à telle autre, étrangères chacune à n'importe quelle autre impression. Or, cette loi est la loi même du temps, selon la vue géniale de Kant, et c'est par cette loi du temps comme forme du travail que je saisis en chaque impression l'existence du monde. Ce monde se définit par la loi même qu'il m'impose. Et si d'instant en instant je suis sans cesse hors de moi-même, c'est que je me heurte à un monde où tout est hors de tout. Si je me dirige vers ce que je désire au lieu d'y être déjà, si ce que je suis ne peut être lié qu'indirectement à ce que je veux être, c'est que j'ai à surmonter un monde où tout est étranger à tout, où rien n'est lié à rien, où rien n'est dirigé vers rien. Où n'importe quoi peut être en revanche, par une action, mais indirectement, lié à n'importe quoi, non pas pourtant par n'importe quels intermédiaires. La seule loi d'un tel monde, c'est la juxtaposition. Ainsi, c'est seulement par l'épreuve du travail que me sont donnés, et toujours ensemble, temps et étendue. Le temps comme la condition, l'étendue comme l'objet de mon action. La loi du travail enferme quant à mon action qu'elle dure, quant au monde qu'il s'étende. Concernant cette existence qui m'est étrangère, si je la considère en elle-même, je ne puis rien savoir au-delà. Il n'y a rien même pour moi à chercher au-delà. Mais ces couleurs, ces odeurs, ces impressions émouvantes à l'occasion desquelles toujours m'est donnée l'étendue, encore faut-il que je les perçoive, c'est-à-dire que je rapporte chacune d'elles à l'étendue pour les constituer toutes en un monde. Entre les émotions que je subis et l'étendue que par le travail je saisis à travers elles comme constituant l'existence antagoniste,
Le travail seul pose un rapport. Mais l'idée même de travail ne suffit pas à donner sa place dans le monde à tel bruit que j'entends. Et le travail par lequel peut-être je produis ce bruit n'y suffit pas non plus. Car à ce travail, par la définition même de l'étendue, les impressions qui s'y trouvent prises sont par elles-mêmes aussi étrangères qu'à tout autre. Je ne rapporte au monde une impression que je ressens qu'autant que je la rapporte à chacun des travaux qui pourraient soit la produire à partir d'une autre, soit la transformer en une autre. Je ne puis ainsi rejoindre les impressions que je ressens à cette étendue pensée dont elles sont séparées par un abîme, sans me servir d'idées qui définissent les travaux possibles. Idées essentiellement ambiguës, qui à la fois expriment la nature du monde et ne valent que pour moi. Car ce qu'il y a de plus dans l'idée d'un travail que dans la simple idée d'un changement, c'est bien la nature de la matière étendue. Mais ces travaux possibles n'ont pourtant de sens que pour moi. Il n'y a point de travaux dans le monde tout seul. Ces travaux seulement possibles, et par suite sans matière, que je n'accomplis pas mais conçois et imagine seulement, n'ont de commun avec les travaux réels que la forme même, c'est-à-dire la loi du temps. Et c'est pourquoi toutes les idées par lesquelles je constitue mes impressions en des objets sont, comme l'a vu Kant, filles du temps. Telle est l'idée de grandeur extensive. Cette chaise où je voudrais être est distante de moi comme étant à la fois jointe à moi par le projet et séparée de moi, non pas simplement par les obstacles, mais par le projet même. Car si la loi du travail ne m'interdisait les voyages immédiats, j'y serais avant tout projet. Ainsi, par la loi du travail, le projet même enferme la distance, d'après cette idée qui définit le plus près et le plus loin, qu'avant d'être en tel lieu, je devrais être en tel, tel et tel autre. La quantité pourtant ne m'est pas encore ainsi donnée. Mais si je prends par exemple pour unité de mesure le pas, distance indivisible en ce sens que par la structure du corps vivant, elle est franchie avant toute pensée, je puis mesurer non pas seulement tel ou tel parcours qui me mènerait d'ici à cette chaise, mais le projet même en quelque sorte, d'après l'idée qu'avant d'être où je veux, je dois faire un pas, puis un pas, puis un pas. Concevoir et en même temps imaginer ces pas l'un après l'autre, sans les accomplir, c'est engendrer la quantité par le nombre. Idée ambiguë, car d'un côté, je ne puis mesurer sans unité de mesure, et de l'autre, dès que par la mesure je rapporte l'unité à l'étendue, l'unité cesse d'être indivisible et se dissout. Il se peut qu'appliquer le nombre à l'étendue soit le principal objet de la mathématique, dont la géométrie analytique serait ainsi le centre, et où les fractions, les nombres négatifs, le calcul intégral et différentiel représenteraient des étapes de ce mouvement. Mais l'idée de distance, dès que je l'applique au monde, est ambiguë aussi d'une autre manière. Car l'idée de distance exprime que nul transport pour moi n'est immédiat. Qu'en quelque lieu que je désire être, je ne puis immédiatement que m'y diriger. Mais ce qui m'impose cette loi, c'est un monde qui résiste à toute direction que je puis prendre, parce que la juxtaposition y est le seul rapport. Comme la distance est un rapport entre choses séparées, le monde, en tant qu'il est défini par la juxtaposition, m'impose la distance, mais pour lui-même la refuse. Si rien pour moi n'est immédiat, c'est que dans le monde en un sens, il n'y a qu'immédiat. La causalité enferme la même ambiguïté, mais d'une manière bien plus redoutable, parce qu'elle semble me renseigner sur la structure même de l'univers. Comme, à mesure que je travaille, ou si je ne travaille pas, à mesure que je me repose, les conditions du travail à chaque instant sont tout autres,
Je ne puis pas ne pas rapporter au monde ce temps que j'ai prouvé seulement jusqu'ici comme la loi qui m'est imposée, mais rapporter à la matière étendue la succession des impressions que je ressens, ce ne peut être pour moi que concevoir et en même temps imaginer des sortes de travaux par lesquels le monde produirait en moi une impression à partir de la précédente. Le monde est ainsi pour moi comme un compagnon de travail. Et comme, par la structure de mon corps, le travail n'est éprouvé par moi que comme enchaînant des actions immédiates, ou du moins accomplies avant toute pensée, de même j'imagine la causalité comme enchaînant des événements. L'événement est à la causalité ce que l'unité de mesure est à la quantité. Mais je sais d'autre part que le monde est le contraire d'un travailleur. Ces travaux du monde que me fait concevoir la causalité ne peuvent être que des travaux qui vont de soi, des travaux immédiats, idées contradictoires. Et comme il n'y a pas de travaux dans le monde tout seul, il n'y a pas en un sens de durée pour le monde tout seul. Autant que l'âme du temps consiste en ceci qu'il est irréversible, ou mieux qu'il est dirigé, le monde le repousse comme étant le royaume de l'immédiat. Aussi le temps objet de la science est-il en quelque sorte immobile. Il n'est pas besoin d'essayer de résoudre ces contradictions. La quantité, la causalité et toutes les idées, sœurs de celles-là que les choses semblent à la fois réclamer et refuser, ne sont pour moi que des moyens de saisir l'existence du monde en chaque impression. Car en dehors de l'idée même d'étendue, je ne puis rien connaître du monde qu'en constatant. La seule manière dont j'ai à penser ces idées, c'est de m'armer d'elles pour conquérir le monde. Éveillons-nous donc de nouveau au monde, c'est-à-dire revenons au travail et à la perception, sans manquer de courage pour observer cette règle par laquelle seulement ce que nous faisons peut être travail, ce que nous sentons perception. Rabaisser notre propre corps au rang d'outil, nos émotions au rang de signes.